Best. Ce qui m'a amené à l'apprentissage Baka, c'est le manque d'emploi. Le manque d'emploi parce que je me suis retrouvé face à un dilemme, qu'on a l'habitude de le dire. Enfin, après avoir eu le BTS, il fallait me prendre en charge financièrement. Il fallait que je me prenne en charge financièrement, surtout que les parents... Mais vous avez eu à faire des stages quand même? Oui, j'ai fait le stage dans une boîte, une boîte de la place. D'accord. Dans une boîte de la place, j'ai fait le stage. Et puis après, j'ai soutenu. Et j'avais commencé comme première activité, avant que je ne sois apprenti Baka, je donnais ce qu'on appelle les CD. D'accord. Les cours à domicile. Aux élèves qui faisaient spécialement la comptabilité. BEP Compta, Bac G2. Donc je me suis rendu compte que pour me remettre ma paye en fin de mois, c'était un peu compliqué. Les parents souvent me faisaient de fausses promesses, ils attendaient jusqu'au 20 du mois pour pouvoir percevoir ma paye. Pourtant, j'avais des charges, puisque je suis jeune. Tout jeune a une charge, tout jeune a des charges. Bien évidemment. Donc j'ai réfléchi et puis j'ai dit, bon écoutez, puisque j'ai des charges au jour le jour, il serait quand même intéressant que je puisse me lancer dans une activité qui allait pourquoi pas me permettre d'avoir de l'argent au jour le jour et puis en même temps me permettre d'avoir une certaine expérience dans la chose. C'est ce qui m'a amené à l'apprentissage Baka. Best. J'avais fait 7 enfants et puis lui, il était le 8e, donc les autres enfants étaient bien. Donc je n'avais même pas pensé, d'abord, je ne connaissais pas ce que c'est. Donc ça ne m'a rien dit du tout. Jusqu'à ce que... Ça a été quoi votre réaction quand on vous a donné la confirmation, on vous a informé qu'effectivement votre enfant était trisomie 21. Là, c'était difficile. C'était dur. C'était dur. Mais avant que les docteurs me confirment, déjà au village, les gens en parlaient. Parce que je partais avec lui, les gens en parlaient. Ah, ça là, c'est pas un enfant. Ça là, il n'est pas normal. Les enfants serpents. On doit l'accompagner. On doit... Ça veut dire quoi, on doit l'accompagner dans la tradition? Les tuer. Quand ils disent accompagner, là, c'est tuer. C'est pas normal. C'est pas... Je trouve qu'en tant que chrétien, c'est pas normal que quelque chose et un enfant qui est sorti de moi, je vais donner, sachant bien que quand on dit accompagner, c'est pour aller donner un médicament à l'enfant pour le tuer. Donc, ils se retirent en général loin de la maman et puis ils viennent dire qu'on a mis un médicament sur lui et puis il est transformé en serpent. Or, ils sont allés le tuer, l'enterrer là-bas, en brousse. Donc, ils viennent dire ça. D'accord. Je suppose qu'en dehors de vous, toute la famille est informée. Il a ses frères, ses 7 frères et tout sœurs, le monde, son papa, tout le monde est informé. C'était bon, les frères et sœurs, ils n'ont pas manifesté leur découragement. C'était même le papa. Il était découragé, mais il n'a pas manifesté au départ. Il n'a pas manifesté. C'était moi, la maman. Moi, je pleurais tout le temps, partout où je pleurais parce que les moqueries, quand je prends une voiture avec lui, les gens, c'est lui seulement, ils veulent le regarder. Là, on a une image, on va essayer ensemble de décortiquer ce que c'est exactement le vintage. Donc, dans les années 50, il faut comprendre que les couleurs étaient très vives, hein, donc c'était très vitaminé. Donc, on retrouvait du jaune, de l'orange, qu'on assimilait aussi à des couleurs pastel. Donc, vous allez retrouver du bleu, un peu pâle, un peu de rose. Et les imprimés étaient assez particuliers parce qu'ils étaient géométriques. Donc, vous allez trouver des draps, par exemple, avec des losanges, avec des carrés, avec des ronds. Et le fleuri était très, très, très en vogue. Donc, comme je disais, le buffet, maintenant, on parle de console. C'est plus la console, on retourne au buffet. Donc, quand j'ai parlé de buffet, Philo me dit les cafards. Non, mais je sais pas. Non, parce qu'à l'époque, les buffets qu'on gardait chez les grands-parents, il y avait toujours des cafards dedans. Voilà. Donc, on revient, c'est-à-dire on utilise, on repart sur des matières comme et puis, il y a les Lipico. Pico, tout à fait. Oui, merci. Merci beaucoup. Donc, on repart avec les buffets, on repart avec les chaises en fornica.
Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le formica, c'est une sorte de résine. Donc, on ne sait pas si c'est du plastique, on ne sait pas si c'est du fer, mais c'est très, très solide. Et même encore aujourd'hui, vous pouvez retrouver des pièces qui ont existé en 1960 que vous pouvez réutiliser avec un coup de peinture. Donc, c'est pour vous dire que le vintage, ça revient vraiment en force. Monsieur Collomb, c'est vrai que c'est votre épouse. Au départ, elle n'était pas docteur, mais aujourd'hui, elle porte le titre de docteur. Est-ce que ça ne vous influence pas par moment et est-ce que ça ne vous complexe pas lorsqu'elle cherche, par exemple, à prendre le dessus sur vous? Bon, je pense qu'on ne peut même pas s'imaginer qu'elle cherche à prendre le dessus parce qu'elle a la tête sur les épaules. Et je pense que, loin de moi, l'idée de la protéger, non, mais c'est pas ça. Je pense que nous avons cherché longtemps à se connaître. Et puis, on n'est pas venu là parce qu'un docteur ou l'autre... Non, c'est pas ça. C'est les idées, les partages d'idées, c'est l'envie de vivre ensemble, l'envie de ne pas se heurter ou de se heurter, même de savoir se pardonner à tout instant, de ne pas chercher à penser que l'autre est Dieu et qu'il n'est pas infaillible. C'est ça qu'il faut. Et les heures, quand ça arrive, comment ça se passe? Comment est-ce que vous les réglez? Bon, on a un code un code. Bon, dès que je sens qu'elle est énervée, par exemple, je dis oh non, non. Ça dit que ça veut dire quoi? Bon. Je vais demander au public. Je vais demander au public. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que cela signifie? Oh non, non. Ça veut dire ta grand-mère. Mais en fait, non. C'est vrai? Vous lui dites ça? Oui. Et puis elle aussi me dit ça. Bon, de toutes les façons, bon, c'est pas une injure, hein, c'est ta grand-mère. De façon affectueuse, on le fait. Et bon, vous voyez comment c'est grave de dire ça, mais en même temps, comment c'est banal de pouvoir banaliser ça. C'est ça qui est... Recevoir cette injure-là et prendre ça en fair play. Je rappelle que ce n'est pas nous qui vous avons sollicité, vous êtes venu de vous-même. Oui. Je veux écrire un livre sur Semidi. Et je souhaiterais que le téléspectateur qui nous regarde en ce moment sache les raisons fondamentales qui vous ont poussé à écrire cette œuvre. Merci beaucoup, Caro. Avant de parler des raisons fondamentales qui nous ont poussé à écrire, je voudrais vous dire que quand je rentrais, on m'a ovationné. Vous savez pourquoi on a ovationné? On m'a ovationné parce que je suis porteur d'un message. Et généralement, à Semidi, on n'ovationne jamais la banalité. On n'ovationne jamais ce qui est contre-productif. On n'ovationne jamais ce qui est le mauvais exemple. Mais à Semidi, on ovationne une invention. On ovationne une idée pour encourager. Oui. Mais on ovationne aussi l'humour. L'humour, justement. La drôlerie. Justement, pour encourager. Quand les gens ovationnent, c'est que c'est bon. Voilà, oui, ça leur plaît. Oui. Donc, on revient donc aux raisons fondamentales. Aux raisons, justement. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, grâce au travail de l'équipe de Semidi, Semidi est devenu un cadre d'expression et de promotion de toutes les couches socio-professionnelles de la population, mais singulièrement de la jeunesse. Or, nous travaillons sur les questions de la jeunesse. Alors, nous nous sommes dit, puisque aujourd'hui, Semidi est devenu un cadre d'expression et de promotion de la jeunesse, pourquoi pas ne pas écrire un livre pour immortaliser toutes celles et tous ceux qui sont acteurs de Semidi d'un côté, et puis toutes celles et tous ceux qui viennent à l'émission Semidi, parce que nous avons dit Semidi, c'est maintenant. C'est l'heure à laquelle le soleil est au zénith, afin de permettre à toutes celles et à tous ceux qui participent à cette émission de se faire une place au soleil. Votre message à l'endroit de toutes ces femmes qui ont envie de ressembler à Zénab ou qui veulent faire autre chose? Ben, j'aimerais dire à ces femmes-là d'oser. Il faut oser donner vie à ses rêves, en fait. Parce que ça n'a pas été toujours facile. Pas pour du Zénab. tout, mais alors là, même pas du tout. Hein. Pas du tout, parce que quand on a une femme, très souvent, quand on se lance dans des métiers qui sont vus, où il y a beaucoup de personnes qui vous voient et que vous ne connaissez pas forcément, on vous prête beaucoup de noms, on vous dit que vous ne pouvez pas y arriver, on vous traite de tout, surtout quand vous êtes un tout petit peu jolie, je vais dire un tout petit peu jolie. Voilà, tout le monde pense que vous êtes la femme de tout le monde. Donc voilà, il faut... Il faut s'armer de courage. Il faut s'armer de courage. Et généralement, on dit que les femmes, c'est-à-dire quand elles sont à des postes de responsabilité, elles sont obligées de travailler deux fois plus que les hommes. Exactement. Il faut être 2 fois plus dur parce que derrière ça aussi, nous sommes des mamans. Moi, je suis maman, j'ai 3 enfants. Oh, c'est mignon.
un mot sur le tatouage. Bon, le tatouage, en fait, c'est pas un truc de délinquance comme les gens voient, le juge. C'est un art, comme dans d'autres pays, c'est une école où on attribue des diplômes. Donc, nous sommes ici pour montrer aux gens que le tatouage est un art. C'est un art, d'accord. Il y a des personnes qui se tatouent pour se faire plaisir. Mais quand vous vous tatouez, comment vous faites lorsque vous allez en entreprise? Parce qu'il y a beaucoup de directeurs généraux qui n'aiment pas les gens tatoués. Ça dépend des personnes. Si tu sais que tu dois entreprendre un travail demain dans lequel le tatouage va t'empêcher, tu fais ça dans un coin caché, ou tu sais que demain ça ne va pas t'empêcher de faire. Mais le tatouage s'enlève, il y a des machines pour enlever le tatouage. Ah d'accord, c'est rassurant. Est-ce que vous avez mangé ce midi? Bon, moi je n'ai pas encore mangé. Vous pouvez faire votre émission. Hein? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qui n'a jamais gratté la marmite? S'il te plaît. Ouais. Qui t'a donné cette marmite là? En même temps, non, c'est ma marmite. Il n'y a que du gratin. En même temps, c'est vrai, c'est Il n'y a que du gratin dans la marmite. Voilà. Vous m'avez voyé saper comme ça, moi c'est gratin. Voilà. Voilà, l'habit ne fait pas chose l'estomac. Vous allez au plateau, les gens ils sont bien habillés, ils ont faim, mais il ne faut pas vous le dire. Moi, j'étais le mercredi dernier au plateau, plein, 13h, 14h, à midi et 2, un monsieur qui était en train de pleurer à gauche de blayer. Dans le jardin public, il pleurait. Là, c'est triste. Non, mais je me suis approché. Non, monsieur, vous êtes en deuil? Ça va pas, vous avez perdu quelqu'un? Il dit non, c'est grave que ça. J'ai dit, mais il y a quoi? On vous a licencié? Il dit non. Il dit, il y a quoi? Il dit, j'ai faim. Un monsieur qui est bien habillé. Donc, je me dis que parfois, les gens sont pas venus au le matin, les gens ont faim. Les gens ont faim, mais la faim, vous savez qu'il y a plusieurs types de faim. Il y a la faim légale et la faim illégale. Voilà. Ça, je ne savais pas. Oui, la faim légale, ça c'est quand tu mets carême là. Ça c'est comme, voilà, le côté. La faim est une véritable source d'inspiration. Comment on appelle? Quand les gens font comme ça là, quand ils font s'appeler comme ça là. Inspiration. Des grainages spirituels. Voilà, à caractère, quand ils égrènent les appelés comme ça. Voilà, voilà, spirituel, des incantations. Et véritablement, vous voyez, quand nos frères musulmans jeûnent à 14h, 13h, où le soleil est au zénith, ou, parce que je suis docteur, je suis bien placé pour l'expliquer, à partir de ce moment-là, le gros intestin sort de sa cavité et va serrer le cou de la bile pancréatique. Vous voyez un peu? Jean-Michel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? J'en reviens pas. Non, il ne peut rien comprendre. Il peut rien comprendre. Ça se passe là. À l'école, on a fait des cours de sciences. Mais jamais mon professeur ne m'a expliqué pareil. Oui, va le coup de la bile pancréatique qui a son tour, faire le coup au foie. Et quand il va vers le foie, lui, il est là, il est affaibli. Quand c'est comme ça, lui, il attrape le gros. L'estomac. L'estomac, on peut faire comme ça. Il fait comme ça. À partir de ce moment-là, l'estomac crie maintenant. Safroulaye, parce que ça fait mal à l'estomac. Quand ça crie safroulaye, c'est pour maintenant, ça ressort et il est inspiré, il fait comme ça, safroulaye, safroulaye, safroulaye. C'est le cri de l'estomac, il répète sur le terrain. Je m'avais vous dire que la faim, il faut lutter contre la faim. C'est pas une bonne chose. Vous voyez les enfants dans les quartiers chics, les enfants des riches. Quand vous voyez qu'ils ne travaillent pas à l'école, ils disent non, tu ne mangeras pas ce soir. Ils travaillent. Ils travaillent. Mais va de l'autre côté, c'est un pauvre. Tu dis à l'enfant, tu ne mangeras pas ce soir. Et lui, mais c'est qu'il ne va pas manger. Et ça lui dit quelque chose. Il salue, il vient. Ça lui dit rien du tout. Voilà. Ça lui dit rien du tout. Donc là-bas, c'est une punition. Il faut lutter contre la faim, comme le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët disait. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et faim signifie. C'est en même temps une formation aussi. Voilà. Quand tu ne connais rien, rien ne t'arrive, tu ne peux rien connaître. Faim signifie formation aiguë, intensive de mémorisation. Le titre de la chanson, c'est Solange. Donc, le principe est simple. Chaque fois que je vais dire une fois, vous allez dire non. 2 fois, vous direz non, non. 3 fois, vous allez dire non, non, non. Et 4 fois, on dit quoi? Non, 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 non. Super, on y va. Non. Non, 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 non. C'est moi qui commence. Hein. Elle n'a encore rien dit. Quand je vais dire une fois, on va dire non, d'accord? Une fois, non. 2 fois. Non, non. Voilà. 3 fois. Non, non, non. 4 fois. Non, non, non. La deuxième partie de la chanson, lorsque je vais dire ceci, moi je connais parler français, vous allez répondre français.
Si je dis je connais parler française, vous répondez française. On essaye. D'accord. Moi je connais parler français. Français. Je connais parler française. Française. Je connais parler français. Français. Je connais parler française. Française. Et pour terminer, lorsque je vais vous dire ceci. Je vais partir village chercher mon chéri Coco. Il va donner pour moi bisous, vous allez répondre. Je vais partir village chercher mon chéri Coco. Est-ce qu'on peut y aller? Je vais partir village chercher mon chéri Coco. Il va donner pour moi bisous comme ça là. Ce livre, il vaut quand même de l'or, hein, Mariama. L'arbre s'est penché. Et il s'est penché en votre faveur, n'est-ce pas? Alors, on va dire que ici vous relatez en quelque sorte l'histoire de votre maman. C'est un hommage à toutes les mères du monde, à travers la mienne, que j'ai perdue et à laquelle je rends hommage dans ce livre. Et il a touché tout le monde, tous les lecteurs. Oui. Partant de là, c'est l'histoire de la femme africaine battante, tout à fait. pilier de la famille que vous racontez. Voilà, qui reste digne et qui élève ses enfants dans la dignité, dans le sens de l'effort, dans la patience, dans la foi. Et quelle est la plus grande valeur que vous ayez reçue de votre maman? Je dirais que c'est le sens de la dignité qui englobe beaucoup de choses, l'esprit de sacrifice, la foi, la patience et le tempérament de gagnant, vraiment, devenir quelqu'un dans la vie, qu'on soit homme ou femme. Pourquoi cette formulation? Vous n'avez pas dit « l'arbre est tombé », mais l'arbre s'est penché. Oui, c'est vous relativisez la gravité de la disparition de maman ou effectivement, il y a tout ça. C'est une image dans la langue Wolof où on dit le baobab s'est couché lorsqu'une personnalité meurt. Et moi, j'ai atténué en disant c'est penché. Parce que pour moi, c'est couché. Justement, parce que c'était trop douloureux de me dire que c'était irrémédiable, que ma mère était partie pour toujours. Et elle vivait à travers ses enfants. Elle a fait 9 enfants. Et je me suis dit, elle s'est penchée, mais elle ne se couchera jamais. Quand je sors, les gens ont l'habitude de me regarder. Ils crient, mais ne demandez pas à lui, ça c'est ne demandez pas à lui, me font rire. Je suis plus ou moins habituée. Mais ce jour-là, l'année dernière, je me rendais au marché et les gens commençaient à me suivre. Je sentais une foule derrière moi, mais je n'osais pas regarder. Et quand je suis arrivée au marché, il y a une amie qui m'a tapé à l'épaule, je me retourne. Un monde fou, les gens commençaient à m'encercler de partout. Et comme j'étais sur la voie d'un magasin d'habits, il y a une amie qui m'a fait rentrer dans son magasin. Les gens ont encerclé le magasin. Ils voulaient quoi? Franchement, c'est ça que je voulais demander. Ils voulaient... Regardez, ils ne gagnent pas. J'étais en train de me regarder. Moi, j'ai eu peur. Les gens ont encerclé le magasin. Et les gens se posaient la question, mais quelle est cette fille qui attire tant d'attention? Donc les gens venaient de partout. Mais elle n'est pas bien sexy, je n'étais pas bien sexy. J'avais porté mon collant avec un chemisier. Et les gens commençaient à me suivre. Je suis restée dans le magasin de 13h à 19h. Elle n'a pas entendu ma question. Comment? Je dis, vous aimez bien les collants? Oui, j'aime bien les collants. Ça fait ressortir la forme. Oui, d'accord. Donc de 13h à 17h, qu'est-ce qui se passe? De 13h à 19h, on m'enfermait dans le magasin parce que les gens ne voulaient pas partir. Ils voulaient vous toucher? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient me toucher, ils voulaient voir. En tout cas, moi, je n'arrivais pas à comprendre. Et j'ai fait un statut sur Facebook pour dire, mais qu'est-ce qui a amené les gens à me suivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui les a amenés à me suivre? Ce n'est pas la première fois. En plus, c'est mon quartier. Ils ont l'habitude de me regarder, de crier, mais me suivre. Juste pour m'enfermer dans un magasin de 13 à 19, c'est grave. Donc moi, j'ai commencé à faire le statut pour avoir quelques conseils, si c'est un esprit, qu'on me fasse une délivrance, parce que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé une fois, l'année dernière aussi, au Black. Je ne peux pas aller au Black habillé sexy. J'avais porté une grande robe avec une jaquette. Mais ce jour-là, j'étais allée avec un ami pour acheter un téléphone. Et les gens commençaient à sortir de partout pour m'encercler. On m'a enfermé aussi dans un magasin. De 17h à 19h, ils ont dû faire appel au gros bras du Black. Là. C'est la go 3D, devant, derrière, dangereux. Si son devant t'a raté, derrière va pas te louper. Les go comme ça là. Ça n'engage qu'à Galawal.
Les gars comme ça, là, c'est à la fin du mois, elles sortent toujours en collant devant les guichets automatiques. Si tu es sorti avec ton salaire, là, tu vas pas rentrer avec à la maison. Tu es sorti avec ton salaire et puis tu l'as vu passer, tu vas oublier ton locataire. Aimez comme au premier jour, hein, vous vous taquinez, vous êtes très complices, vous communiquez beaucoup, vous souriez, vous riez, à tout moment vous êtes tout le temps heureux. Je veux savoir, c'est quoi le secret? Qu'est-ce qui fait qu'un homme après 50 ans voit toujours sa femme comme une belle femme et vice-versa? Il y a quand même un petit secret qu'on doit savoir. En tout cas, vous ne vous ennuyez pas? Non, pas du tout, pas du tout. Et puis quand on fait ça, nos petits-enfants qui sont là se moquent de nous. C'est vrai. Non, non, j'ai donné tout mon cœur, hein, ce que je fais, bon, surtout que je vais à l'église. C'est très important. En tout cas, nous, on vous remercie. Hein. On vous remercie d'être venu. Et on n'oublie pas le diplôme que vous avez reçu d'une ONG dont le président est Zangon. J'espère que j'ai bien... Zangon, c'est bien cela. Voilà, vous avez remporté donc le prix de l'ancien couple légalement marié en Côte d'Ivoire. Je me demande, mais pourquoi elle a posé cet acte? Pourquoi elle a osé ça? Parce que, je ne sais pas, je me dis peut-être pour sa famille, j'étais le coupable idéal. Pourquoi? Pourquoi pour sa famille? Pour la famille, parce qu'après, je me suis rendu compte que c'était un tissu de mensonges. Ils ont organisé quelque chose, leur fille enceinte, il fallait trouver un coupable. Et le coupable dans le quartier, c'est moi, ils ont vu pour indexer, en fait. Mais je veux savoir, à cette époque, qu'est-ce que vous faisiez? Quelle était votre situation matrimoniale? Je fais mon propre travail à moi, je travaille pour moi-même. Tout le monde le sait au quartier, je ne travaille pas pour quelqu'un. Donc, je me dis que peut-être aussi, ça peut être aussi un prétexte. Parce que c'était, moi, je constatais que c'était pour me soutirer de l'argent. Vous anarquez. Pourquoi? Parce que la mère de la jeune fille, quand ça a commencé, elle m'a dit, tu donnes 100 000 et puis moi, je vais planifier. Je dis non, je ne peux pas te donner 100 000, c'est trop regarde facile. Une grossesse, un bébé qui arrive, 6 100 mois, 000 francs. 6 mois. Elle est en grossesse de 6 mois et cela, je suis indexé. Ah bon? Donc l'acte se pose 6 mois avant. Et c'est 6 mois après que je suis indexé. Ce n'est pas pour dire que ça s'est passé hier ou avant-hier dans une semaine. C'est 6 mois. 6 mois. Après que je suis indexé. Et qu'est-ce que la fille dit? Parce que je suppose qu'elle avait certainement des preuves. Non, il n'y avait pas de preuves. C'était des dits d'une petite fille parce qu'on dit elle est mineure. Et qu'est-ce qu'elle disait concrètement? Elle disait qu'elle était sous le coup de la menace. Que je l'ai menacée de mort si elle en parlait à quelqu'un au quartier. Ah, c'est pourquoi ça a duré 6 mois? Ça a duré 6 mois, elle ne pouvait pas en parler. Best. Quel est aujourd'hui votre regard, on va dire, sur l'évolution de ces dernières années des télévisions en Afrique? Moi, je trouve qu'il est positif parce que vous savez, en 20 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On est passé d'abord de la libéralisation des ondes avec la création de chaînes privées, à la fois des radios et des télévisions. Et puis après, on est passé à l'organisation et à la création d'un marché audiovisuel. Parce que vous savez que jusqu'il y a une dizaine d'années, 95% de la grille des télévisions nationales était composée de productions
étrangère. Tout à fait. Or, ça a changé. Et puis, avec maintenant l'avènement de la télévision numérique terrestre qui va révolutionner à la fois la distribution, mais également les contenus. Et c'est tant mieux pour le téléspectateur parce qu'il aura une offre beaucoup plus riche. Et je suppose que la tâche ne doit pas être très aisée pour vous. Le fait de pouvoir diriger en même temps TV5 Afrique et de rester journaliste, allier tout cela avec vie de famille, je me demande bien... C'est un choix que j'avais fait et que j'avais demandé au président de TV5 à l'époque, quand il m'a proposé de prendre la direction Afrique. Je lui ai dit que moi je voulais rester journaliste. Je n'avais pas envie de devenir un gras de papier. Je peux faire les deux, mais je n'avais pas envie que le fait d'être directrice détruise ma carrière de journaliste. Donc, je peux faire les deux, à la fois m'occuper du marketing et de la distribution de la chaîne sur les 49 pays africains et continuer à présenter des émissions à la fois sur TV5 mais également sur RFI. Et la libéralisation aujourd'hui, en tout cas, elle est présente, on va dire, partout. Pas dans tous les pays. Pas dans tous les pays parce que nous sommes en cours. Ça sera pour bientôt. 2016 est annoncé comme l'année de la libéralisation de la télévision. Et à votre avis, est-ce que c'est un gros avantage pour le téléspectateur? C'est un avantage pour la RTI elle-même? Il a une offre plus riche, mais pour la RTI aussi c'est bien parce que je crois que la concurrence crée l'émulation. C'est important. Et vous m'avez donné une fois une image d'une femme, la première épouse, c'est-à-dire que tant qu'elles ne sont pas... Je comparais un peu ce marché concurrentiel aujourd'hui en faisant un peu le parallèle avec un polygame. La première femme, c'est la télévision publique, et les deuxièmes, les troisièmes épouses, ce sont les chaînes privées qui arrivent. Et pour que la première femme continue à plaire, il faut qu'elle continue à séduire. Donc forcément, pour qu'elle existe, il faut qu'elle essaye de relever le défi que lui imposent les trois premières. Et de se mettre à jour. Best. Qu'est-ce que vous, en tant que sociologue ou en tant qu'apprenante, vous avez apporté à votre environnement immédiat? Mon environnement immédiat, ça a beaucoup influencé d'abord le respect. Parce que vous insistez quand même sur le respect, c'est un élément fondamental. Un élément très fondamental pour pouvoir s'intégrer dans une société. Alors, il faut les règles. Quand tu vas en la sociologie te dit, il y a les règles, les normes, les valeurs, la culture. Est-ce que vous savez, c'est pourquoi les sociologues parlent beaucoup d'éducation. Parce que n'oubliez pas que très tôt, ce qu'on acquiert dans l'enfance est difficilement déracinable. Alors, vu tout ceci, je dis, ah bon, hein, donc avant, j'étais un peu... maman, papa me dit, va faire ça. Je dis, non, ça, c'est pas normal. C'était difficile. Donc, un peu... difficile. Mais la sociologie m'a permis... La sociologie m'a permis d'être tranquille, de comprendre le père, de comprendre la mère et les respecter. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je demande aux parents, là, au moment, si vous savez que la sociologie pouvait vous aider à éduquer vos enfants, vous allez être vraiment les moments qui allaient pousser leurs enfants à pouvoir faire la sociologie. Best. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous aviez conscience à 100% de votre situation? C'est-à-dire de ce que vous traversez, de comment ça allait se passer après, c'est-à-dire où vous puisiez en fait l'espoir que vous avez, en fait, la joie de vivre. C'était quoi votre force? Au fait, c'était un peu compliqué parce que je ne comprenais même pas ce qui se passait en ce moment-là. Je savais simplement que je devais me faire soigner. Et bon, étant petite, tu vois tes amis qui ont des jambes et toi, tu te regardes, tu vois que ça ne va pas. Mais en même temps, je crois que c'est Dieu. Je ne connaissais pas bien Dieu en ce moment, mais lorsqu'il te choisit, qu'il veut t'aider, il te donne une force sans que tu ne comprennes cela. C'est quelque chose de fort qui ne s'explique pas. Parce qu'il t'apprête déjà, il te prépare, il te soutient. Il te permet d'avoir la force d'aller de l'avant. Il te permet de sourire malgré que tu as mal, de chanter parce que j'ai passé tout le temps à l'hôpital en chantant. On me connaissait pour ça, on m'appelait la cantante, pour dire la chanteuse en italien. Best.
Épargnez-vous des sueurs froides. Choisissez Flouz Mobile Money pour envoyer et recevoir de l'argent au Bénin, au Niger et au Togo. Tapez étoile 155 étoile 1 étoile 3 dièse, puis le numéro du destinataire précédé de l'indicatif du pays. Avec Flouz Mobile Money, le transfert d'argent dans la sous-région devient si simple. Move, no limit.